bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Parmi les nombreux défis en temps de Covid, les relations dans les fratries. Se retrouver plus souvent en vase clos avec ses frères et sœurs n'est pas sans heurts. Comment apaiser tout ce petit monde et arriver à une cohabitation sereine ? Avec nous aujourd'hui, Nina Bataille, coach spécialisée notamment dans la qualité de vie en famille et auteure de 3 livres sur la fratrie, dont le petit dernier, 50 règles d'or pour gérer la jalousie entre frères et sœurs. Maman de 2 garçons de 15 et 13 ans et d'une fille de 10 ans, elle se confie sur les relations parfois conflictuelles entre ses enfants, et la nécessité de leur enseigner la fraternité. Bonjour Nina. Bonjour Anne-Laure. Alors, 3 livres sur la fratrie, pourquoi ce sujet a-t-il une si grande place dans ta bibliographie ? Alors les familles nombreuses, c'est quelque chose qui m'est très familier, c'est le cas de le dire, puisque du côté de ma mère, ils sont 8 frères et sœurs. Donc en gros, alors maintenant ils sont tous un petit peu âgés, donc on se voit moins souvent, mais quand ils étaient plus jeunes, on se retrouvait à plus de 100 régulièrement, au moins 2 fois par an, une fois à Noël et une fois l'été, puisqu'il y avait toujours quelque chose à fêter. Donc voilà, donc pour t'indiquer que voilà, toute l'organisation et tout ce qui se passe autour m'était très familier. Et puis du côté de mon père, ils sont 5 frères et sœurs, et je me suis toujours questionnée sur le pourquoi du côté de mon père les relations n'étaient pas loin d'être excellentes, on va dire, entre eux, et pourquoi du côté de ma mère, alors qu'ils sont assez nombreux, c'était plutôt harmonieux. Tu as trouvé une réponse ? Je crois que j'ai trouvé une réponse que j'ai développée dans l'essai que j'ai sorti il y a quelques années. Je crois que ça vient beaucoup des parents. En fait, si on prend la définition de la jalousie, c'est j'ai peur de perdre l'objet que je désire et que j'aime tant, hein. J'ai pas pris la définition parfaite du Larousse, mais grosso modo, ça revient à ça. Et en fait, qui est-ce qu'on voudrait avoir pour soi tout seul quand on est enfant ? Bah, c'est son papa ou sa maman. On voudrait partager l'amour. Il y a rien de moins naturel. L'amour, on le veut pour soi tout seul. L'amour de quelqu'un qu'on adore. D'ailleurs, j'aime bien faire ce parallèle avec l'histoire de, imaginons, tu rentres chez toi ce soir et tu es accueillie par ton mari qui te dit: «Anne-Laure, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai rencontré une autre femme qui a à peu près ton âge, qui est géniale, tu vas l'adorer. Et comme tu vas l'adorer, elle va dormir dans ta chambre, tu vas lui partager tes jouets et tes vêtements, et tu vas voir, ça va être génial.» Je trouve que c'est un parallèle intéressant pour faire comprendre aux parents ce qui se joue à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Je pense que c'est à peu près la même chose, et donc c'est pas parce que c'est pas naturel qu'il faut pas essayer de l'acquérir, mais je pense que c'est difficile de partager l'amour de la personne des 2 personnes les plus importantes pour soi, et qu'il y a pas mal de réponses qu'on peut trouver de ce côté-là. Et donc, selon toi, le rôle des parents est donc primordial ? Primordial. Alors, je sais pas si tu me connais, mais mon but, c'est toujours de pas culpabiliser les parents. Donc, on est d'accord, tous autant qu'on est, on se lève pas le matin en se disant: «Tiens, comment je vais bien mettre de l'huile sur le feu dans les relations entre mes enfants.» On est tout à fait d'accord. Néanmoins, parce qu'on sait pas forcément exactement bien comment, les relations fonctionnent, ce qui se joue pour nos enfants, on peut être maladroit, et donc l'idée d'acquérir certaines connaissances pour être le moins souvent maladroit, et du coup, renforcer les liens frères-sœurs. 3 enfants, c'est pas évident, 2 garçons, 1 fille, les garçons assez proches. Comment s'est passées les relations entre eux, au fur et à mesure de leur arrivée dans la famille ? Alors, c'est vrai que c'est pas évident. En même temps, c'est une immense joie. Donc je crois que c'est aussi une motivation pour, enfin qui c'est une énergie indispensable pour avoir envie de faire l'effort, parce qu'être parent, c'est aussi faire pas mal d'efforts dans notre communication, dans notre comportement, et cetera. Donc ça porte quand même, hein. C'est vrai que les garçons sont rapprochés, qui sont du même sexe, et que, tout ça, c'est des facteurs qui vont venir, on va dire, favoriser les comparaisons, entre eux, hein, et puis même par les adultes qui les entourent, et donc favoriser la jalousie.
Et mon fils aîné, qui avait donc 2 ans quand le deuxième est arrivé, bah, je l'ai pas reconnu, quand il est venu rendre visite à son petit frère à la maternité. C'était mon fils aîné, il était toujours, très gentil, très doux, très calme et il s'est roulé par terre à la maternité parce qu'à l'époque, je l'avais pas forcément bien préparé à l'arrivée du deuxième et tout à la joie d'accueillir ce nouvel enfant, bah, je lui partageais en disant: «Regarde, c'est génial, ton petit frère, il s'est roulé par terre, il avait jamais fait de crise de sa petite vie, donc j'ai été déstabilisée et donc il a fallu, apprendre et comprendre ce qui jouait pour lui et apprendre à gérer ça pour que ça se passe bien, quoi. Voilà. Ce que j'ai fait, qu'on peut faire intuitivement quand, parce qu'on est tellement heureux d'accueillir un deuxième enfant, on voudrait que le 1er l'accueille, avec toute la joie qu'on a nous. Mais lui non, lui il voit bien qu'il y a un truc, qu'il va falloir qu'il partage, qu'il a plus toute l'attention pour lui et cetera et cetera. Donc il a absolument besoin en fait pour bien préparer, l'arrivée du deuxième, d'être associé par exemple à cette arrivée par exemple en participant à la décoration de la et cetera, enfin en lui donnant un rôle spécial. Pas forcément lui dire que ça va être lui le grand parce que s'il s'aperçoit qu'il y a plus d'avantages à être petit parce que tout le monde est complètement, focalisé et émerveillé par le petit, bah, c'est là où il va régresser pour ressembler à ce petit qui semble avoir toutes les faveurs de tout le monde. Mais en tout cas, lui montrer que, bah, tous les bénéfices qu'il y a dans sa posture, bah, voilà, par exemple, pouvoir décorer la chambre, pouvoir aller regarder peut-être un petit dessin animé, ensemble pendant que le bébé dort, parce que lui, il peut pas regarder, enfin, il comprend même pas de quoi il s'agit. Voilà et bien garder des temps individuels avec l'aîné parce qu'il a besoin qu'on le rassure sur sa place dans ce moment un petit peu délicat, pour lui, avant qu'il comprenne que le deuxième va grandir et qu'il va pouvoir jouer et qu'ils vont pouvoir passer plein de moments sympas ensemble. Il faut pouvoir le rassurer sur, sa place et l'importance qu'il occupe, et qu'il occupera toujours dans nos cœurs. Et du coup, avec cette première expérience, l'arrivée de ta fille et donc de la troisième, c'est Ouais. mieux passé pour les 2 premiers. Ah bah, elle s'est bien passée pour le premier, hein, qui avait à peu près compris comment ça se passait, qui était beaucoup plus grand, qui savait lire, qui voilà, qui avait déjà plein de choses en place qui faisaient qu'il avait bien sa place valorisée. Elle a été plus difficile et elle l'est encore pour mon second fils, qui est parfois, encore très jaloux, de sa petite sœur, parce que, c'est une fille, parce que, mon mari, il a pu avoir tendance aussi à être très, très, très heureux de cette petite sœur et mon second fils se sentir un peu lésé, voilà, parce que c'est une place qu'il peut pas occuper, ça c'est certain. Donc il a encore besoin d'être très rassuré sur, bah, sa place à lui. Donc ce qui me semble intéressant, c'est de se pencher sur cette question du rang de naissance, parce que ça peut donner des clés aux parents, par exemple avec les aînés. On a tendance à être un petit peu plus exigeant parce qu'on est stressé, on ne sait pas encore qu'en fait ils marchent tous, ils parlent tous et ils apprennent tous à lire et à écrire, que ça finit par arriver avec quelques mois de différence selon leur personnalité. Mais ça finit par arriver et avec l'aîné, on est stressé donc parents d'aînés, détendez-vous. Posez-vous la question: «Est-ce que ce serait si grave si c'était mon 8e enfant?» Si la réponse est non, alors, mettez-leur un peu moins la pression. Les parents de second, le second, il est un petit peu en sandwich. Il y a un livre de Michael Gross qui s'appelle «Pourquoi les aînés veulent diriger le monde et les benjamins le changer», déjà je trouve le titre, très drôle. Hem et hem et en fait, il dit, que les seconds, ils sont un peu victimes d'un mauvais timing parce qu'on est un peu tout le temps fatigué, voilà, parce que entre le premier et le dernier, c'est peut-être ceux, parfois à qui on consacre un peu moins de temps. Et puis ils sont en sandwich dans la fratrie, donc son conseil, c'est: «Dites-leur à quel point ils sont uniques» et c'est vrai qu'avec mon second, la phrase qu'il préfère, je crois, c'est: «Tu es mon fils unique au monde». Ça, il adore. Et puis il souligne évidemment en lui faisant des compliments précis, pas juste comme ça dans l'absolu. Et puis, les derniers, c'est pas parce que c'est les derniers qu'il faut pas autant s'émerveiller de leur progrès et c'est pas parce que vous êtes fatigué qu'il faut pas être aussi exigeant qu'avec les autres. Les derniers, c'est quand même ils ont un laboratoire vivant
à leur disposition pour voir, tiens, si je fais ça, bah, peut-être que quelqu'un va pouvoir le faire à ma place. Et souvent, ils ont un talent pour séduire et se défiler. Alors, il faut un peu d'exigence avec les derniers, sinon, sinon ça fait des parfois, alors c'est très drôle, mais c'est vrai qu'on observe souvent que les derniers, c'est souvent ils font un peu les bébés. Donc parfois ils travaillent un peu moins à l'école, ils font un peu moins d'efforts, ils débarrassent pas la table. Enfin voilà, ils se défilent un peu, ils sont un peu moins dans l'effort. Ou alors, ils se mettent autant la pression que les premiers, ils veulent, être au même niveau, mais il faut aussi qu'ils vivent les choses, à leur rythme et qu'ils grandissent, à leur propre rythme. Alors là, on a parlé du sentiment d'appartenance, d'amour, de ce que les parents peuvent, faire pour leur donner à chacun une place. Comment ça se passe entre eux, leur relation entre eux? Est-ce qu'ils se disputent? Est-ce que, trop, pas est-ce que tu arrives à gérer? Est-ce que parfois tu te sens débordée par leurs disputes? Comment ça se passe? Ah oui, 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 on est une famille normale. Donc, selon le degré de fatigue de chacun, parfois, il y a des cris, parfois, il y a des disputes qui sont plus difficiles à gérer, parfois c'est plus fluide. On est normaux, mais derrière ta question, j'entends, des clés, une demande de clés. En fait, si depuis qu'ils sont tout petits, on a mis en place des choses et c'est vrai que, après c'est tellement savoureux de voir qu'ils le mettent en place eux-mêmes et que le naturel, les rattrape au galop aussi parfois quand on est tous fatigués parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains normaux et que tous les outils de coaching ou de psychologie, on tend à les appliquer le plus possible, mais ce n'est pas possible de les appliquer 100 du temps. Ça, je connais pas de famille où ça se passe comme ça. Mmh. D'ailleurs, si tu en connais, je veux bien les rencontrer. Mais c'est vrai que ils étaient tout petits, je me suis beaucoup intéressée aux méthodes, Faber et Maslich et d'ailleurs, juste en lisant les livres qui sont très bien faits sur les jalousies entre frères et sœurs avec des petites bandes dessinées qui t'expliquent merveilleusement bien, comment, gérer les conflits. Et c'est vrai que, faire un peu de médiation, sans rentrer dans le jeu, hein, tu demandes pas, qui a commencé et cetera parce que c'est toujours la faute de l'autre donc là, tu vas tourner en bourrique. Mais en disant, je vois 2 tu en décrivant ce que tu vois, je vois 2 enfants en colère. Tu demandes par exemple: «Un tel, qu'est-ce qui s'est passé?» Et toi de ton point de vue, OK, tu as mis un coup de pied dans la construction Playmobil, qu'il avait mis 2 heures à monter. D'après toi, comment il se sent là quand, toute sa construction est par terre? Alors là, force est de constater qu'il se sent pas forcément bien. Donc là, tu génères de l'empathie entre eux. OK, tu demandes pardon. Alors s'ils disent un petit pardon, c'est déjà bien, hein, c'est pas la peine de les forcer à demander pardon dans les règles de l'art. Mais le pardon, c'est quand même un réparateur de relations. Donc c'est important, de mon point de vue, de leur donner, l'habitude de se demander pardon quand il y a besoin d'une réparation, relationnelle. Et puis, regarde, toi, c'est vrai que ta sœur, ça fait 2 heures qu'elle te demande si elle peut jouer avec toi. Tu vraiment pas envie de jouer avec elle. Là, d'après toi, comment elle se sent là? C'est sûr qu'elle s'ennuie. Il y a pas un petit moment que tu pourrais lui accorder? Sans les forcer, hein, encore une fois, hein. Simplement en étant dans la suggestion. Voilà, l'idée, c'est de générer de la compréhension et de l'empathie dans les 2 sens et ce que je te décris, c'est des petites techniques de médiation finalement. Jamais forcer, jamais forcer. Pour moi, c'est très important de comprendre la différence entre convaincre et comprendre. Convaincre, c'est vaincre contre. Je veux pas vaincre contre mes enfants. C'est un langage guerrier, c'est contre-productif. En général, j'obtiens l'inverse, j'obtiens de la résistance. Donc ça sert à rien de les forcer à s'aimer. Reconnaître que c'est naturel d'être jaloux, que c'est naturel que cette petite sœur ou ce petit frère, il m'encombre. Donc là, ta sœur, ça t'embête là? OK, d'accord. OK et toi, tu as besoin de quoi? Et les amener à se centrer sur ce qui va bien chez eux et pas ce qui va mal chez l'autre. OK, ta sœur, OK, elle t'énerve, là, tu trouves qu'elle est trop ci, pas assez ça, OK. Et qu'est-ce qui va bien chez toi? Et tu as besoin de quoi en ce moment? Et qu'est-ce que tu auras envie qu'on fasse que tous les 2? Et est-ce que c'est important pour les parents de leur rappeler justement qu'ils sont frères et sœurs, que c'est une relation, heu, hors norme, qu'ils seront jamais avec personne d'autre, que d'être soudés, d'être fraternels sera important pour leur vie? Voilà, d'instaurer cette valeur-là au sein de la famille?
Moi, je crois que c'est fondamental parce que je te dis encore une fois, c'est plus, c'est la fraternité, pour moi, hein, c'est un concept aussi noble que difficile à mettre en place. Donc, il se travaille. Et quand ils étaient petits, je leur racontais souvent cette histoire du fagot du vieil homme que j'aime beaucoup. Si tu veux, je peux te la raconter de tête, si ça t'intéresse. Mhm. Ça prend une Oui. minute. C'est un vieil homme, tu vois, qui sent sa mort arriver, dit à ses enfants, regardez, il prend un petit fagot de bois et puis il dit, regardez, si je prends les sarments un par un, je peux les casser très facilement, alors que si je les mets tous en fagot, je ne peux pas les casser. Bah, c'est la même chose pour vous. Si vous arrivez à vous soutenir les uns les autres, vous serez plus forts ensemble. Moi, j'ai aussi toujours instauré dans la famille le fait que je ne veux pas que quelque chose qui est un peu fragilisant en interne dans notre famille soit partagé à l'extérieur. Par exemple, on ne partage pas les confidences. C'est déjà arrivé qu'il y en ait un qui raconte que l'autre était amoureux d'un tel devant un copain. Ça non, ça je le reprends derrière et je lui dis non. Tu fais pas ça à ton frère, tu fais pas ça à ta sœur. Et c'est arrivé aussi que l'un ou l'autre invite un copain ou une copine qui se comporte pas bien avec le frère ou la sœur. Je leur dis non, tu dois faire respecter ton frère ou ta sœur au sein de la famille. Si vous n'avez pas envie de jouer avec un tel ou un tel, d'accord, mais vous le dites gentiment et peut-être que vous pouvez quand même jouer 5 minutes et puis après, je m'en charge. Mais je pense que c'est important de leur faire passer ces notions-là pour qu'ils restent forts vis-à-vis de l'extérieur. J'ai aussi l'impression, parfois que dans des fratries, ça se passe pas très bien ou en tout cas, c'est pas l'amour fou ou le mythe de la fratrie, complice, mais que parfois plus tard, adultes, les choses changent, peuvent évoluer et que des personnes peuvent très bien s'entendre alors qu'enfant, elles se chamaillaient, régulièrement. Bien sûr, ça veut dire qu'ils ont réussi à passer au-delà, des conflits de l'enfance. Il peut y avoir aussi malheureusement des événements, tristes de la vie qui vont souder, qui vont éclater la fratrie ou qui vont la souder. Je pense à le décès des parents parfois, ça peut aussi souder une fratrie, mais il y a pas que ça, hein. Il y a aussi le fait d'arriver aussi à dépasser ces conflits d'enfants et de passer sur, un autre mode de relationnel, ouais, tout à fait. Et comment justement ne pas, penser qu'on a raté quelque chose, si nos enfants n'arrivent pas à s'entendre? Parce que je sais que, même en étant de la meilleure volonté du monde, parfois, voilà, certains enfants, se tolèrent mais sont pas spécialement, attirés l'un vers l'autre. Alors, par rapport à ça, j'ai 2 propositions à te faire. La première, c'est que si quelqu'un a vraiment cette impression-là, pourquoi ne pas se faire aider par un tiers, un psy, un coach, qui on veut, pour faire un coaching familial, pour voir ce qui se joue dans les relations et peut-être dénouer des choses, qu'on n'a pas vues. Donc ça sert à rien de culpabiliser. La culpabilité, elle enferme, elle te permet pas d'avancer. Donc on reste pas avec ça, on va voir quelqu'un, on se fait aider, par exemple. Et puis, il y a autre chose dont on parlait en préparant l'interview, auquel, enfin, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Moi maintenant, j'ai mon fils aîné, il a 15 ans, donc tu vois, il est ado et ma fille, elle a 10 ans, donc il y a un gap énorme, je trouve, à ces âges-là, parce qu'il y en a un qui est dans l'adolescence et l'autre qui est encore dans l'enfance. Et on faisait une promenade à Noël, une longue promenade, et elle me disait, oui, il joue plus avec moi, tu vois, ça l'attriste. Et je lui ai dit: «Oui, mais il faut toujours partir de ce qui, si tu as envie que l'autre s'intéresse à toi, pars de ce qui l'intéresse. C'est assez mécanique, hein. Si tu t'intéresses à lui, il va s'intéresser à toi». Et ça marche dans tout ça. Je lui dis: «Tu vois, lui, il est passionné d'histoire. Demande-lui qu'il te raconte, je sais pas ce qu'elle était en train d'étudier à l'école». Je lui dis: «Demande-lui, en plus, tu vas voir, tu vas étoffer tes connaissances et lui, il va être passionné à te raconter ça». Et ils ont marché 1 heure main dans la main. Et lui était super content d'étaler, tout ce qu'il savait. En plus, il est passionnant et elle, elle était tellement contente d'être valorisée. Je pense qu'elle a écouté 1 mot sur 2, hein, je pense pas qu'elle ait tout retenu, mais il s'intéressait à elle. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie désemparée, sans solution face à une dispute et sans oui, sans remède, efficace? J'ai envie de te répondre jamais parce que, alors c'est pas forcément ce que je ressens sur le moment, mais avec le recul, c'est jamais. Parce que,
Parce que, comme je te dis, parfois, t'en as ras-le-bol, tu eu une journée bien musclée, t'es stressé, t'es fatigué, t'as peut-être été malade, enfin, tous ces facteurs qui font que tu vas être moins dans un bon état d'esprit pour bien gérer la situation. Donc ils se disputent et bon, voilà, tu leur dis: «Voilà, il y en a assez, vous vous disputez tout le temps», tu vas avoir des mots comme ça, bon. Mais le lendemain, tu vas réussir à revenir avec, autre chose, puis eux, ils seront passés à autre chose. Donc c'est pas grave. D'accord, donc pour toi, un enfant qui ouais, qui s'en va et qui claque la porte et qui se met dans sa chambre, c'est pas un échec? Mais pas du tout. Et alors je vais te dire, ça s'appelle la bouderie. Et si je peux faire passer un tout petit message, la bouderie, c'est comme la jalousie, hein. Ça sert à quelque chose, en fait. Ça sert à rien de dire: «Ah, tu jaloux, tu boudes, da 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 da», pareil. Culpabiliser, ça sert à rien, tu les enfermes, ils peuvent pas avancer. La bouderie, en fait, c'est, un sentiment, c'est ton recours quand tu as plus de réponse. Et nous, adultes, c'est pareil, on boude, hein. Enfin, ça nous arrive à tous de bouder. En fait, tu vas un peu dans ta grotte pour te ressourcer. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus faire face. Et quand tu ne peux plus faire face, eh ben, ça sert à ça, la bouderie. Ça sert à aller te reprendre des forces, te ressourcer. Alors, c'est inconfortable parce que à la fois, t'es pas très bien, parce qu'il y a toujours le problème qui existe. Mais en même temps, tu te sens mieux parce que tu récupères un petit peu. Donc un enfant qui boude, on le laisse un petit peu tout seul pour qu'il récupère, parce que c'est ça la fonction de la bouderie. Et puis on va l'aider à un moment donné à sortir de sa bouderie. Alors il est bientôt l'heure de nous séparer et j'ai mes 2 dernières questions habituelles. Qu'évoque pour toi le jambon coquillette et quelle est ta recette SOS quand tu n'as pas le temps de cuisiner? J'en ai l'eau à la bouche, rien que d'entendre jambon coquillette. C'est un hasard, mais je crois que c'est l'un de mes plats préférés. Je sais pas si c'est mon plat préféré, mais quand j'étais petite, je me serais damnée pour, avec du beurre et un peu de gruyère. Et quand j'ai pas le temps, oui, bah, je suis comme, enfin moi je suis la reine des stocks de soupe, les 6 mois, d'automne, hiver et de crudité, les 6 mois de printemps-été. Donc si j'ai pas le temps, je sors une soupe ou même j'épluche juste une carotte, ils adorent ça mes enfants, pour qu'il y ait quand même un peu de légumes et un bon plat de pâtes avec du jambon, ouais, c'est bien. C'est équilibré comme ça, à peu près. Merci Nina pour cette interview et ta sincérité et tes nombreux conseils. Je vais avoir une petite discussion avec mes enfants ce soir et j'espère à bientôt. Un immense merci Anne-Laure. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!